Bonsoir, bienvenue sur Télésud. C'est un nouveau journal des correspondants que nous vous proposons aujourd'hui. Cette semaine, nous irons au Togo, en Guinée, au Cameroun et au Niger. Mais avant, direction le Burkina Faso pour évoquer la présidentielle qui a vu la victoire dès le premier tour du président Roch Marc Christian Kaboré. Dimanche, jour des élections présidentielles et législatives au Burkina Faso, c'est à la tombée de la nuit, sous le regard des électeurs, que s'est déroulé le dépouillement dans ce bureau de vote à la Padoua avant la fermeture. Au lendemain du double scrutin, l'ambiance est particulière dans la capitale burkinabé. On a voté, chacun vote la personne dont il croit qu'il pourra tenir. Maintenant, que le meilleur gagne. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Il y avait la sécurité, c'était assuré. Ce que je souhaite, c'est que chacun puisse se retenir pour ne pas qu'il y ait des affrontements concernant les résultats, puisque très souvent en Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de contestations à chaque fois. Donc je souhaite que chacun vraiment sache raison garder pour que tout se passe dans le calme. Les élections sont bien passées, on attend des résultats. C'est bien vrai qu'il y a des zones rouges qui n'ont pas pu voter à cause de l'insécurité. On prie Dieu aussi que même quand les résultats vont sortir, que le calme règne toujours. À la une des journaux, la presse nationale juge le déroulement du scrutin et les commentaires vont de bon train sur les élections couplées. La démocratie, c'est d'abord la liberté, mais trop de liberté aussi, ça peut enfreindre la qualité du scrutin. Je veux parler du côté des législatifs. Avec le bulletin unique, c'est un avantage, ça facilite la transparence, ça empêche la fraude, mais le trop grand nombre de candidats qu'on a constaté aux législatifs a fait qu'on était obligé de réduire le logo des partis politiques, les étiquettes, leur label sur le bulletin unique. Et c'était difficile pour souvent certains votants de regarder et de bien apercevoir le logo de leur parti politique et de choisir. Surtout que nous sommes dans un pays où 80% de la population est analphabète. Il faut savoir aussi que certaines informations nous sont tombées à l'oreille, comme quoi certains bureaux de vote ont ouvert un peu tardivement. Il n'y a pas eu certains matériels pour faciliter ces élections dans certains bureaux, et puis au niveau aussi sécuritaire, certaines localités n'ont pas pu participer effectivement à ce processus électoral là-bas. C'est ce qu'on peut déplorer, mais on retient déjà que dans l'ensemble, il n'y a pas eu d'heure et ça s'est bien passé. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Près de 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes au Burkina Faso, mais 15 communes n'ont pas pris part au scrutin. Vous le savez, chaque 25 novembre a lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au Togo, des associations s'investissent de plus en plus pour protéger les victimes. C'est le premier sujet des questions de société traitées cette semaine sur notre antenne. Hélène, revendeuse dans une banlieue de Lomé, est une victime de violences conjugales. Mariée et mère de 2 enfants, elle fait l'objet de brutalité et de maltraitance de la part de son conjoint depuis quasiment 10 ans. Mon mari refuse de subvenir à nos besoins. La scolarité des enfants, l'argent du ménage, et quand j'essaye de réclamer ça, il me bat et jette mes effets dehors. Ça fait pratiquement 1 an qu'il refuse de coucher avec moi et je n'ai plus accès à sa chambre. Il cherchait à tout prix un prétexte pour m'accuser d'infidélité, mais j'ai réussi à passer cette épreuve. Grâce à l'aide de sa voisine, Hélène a pu trouver refuge auprès de cette organisation togolaise qui lutte pour l'éradication des violences faites aux femmes. Je voudrais témoigner toute ma gratitude à GF2D qui milite pour le droit des femmes, car aujourd'hui nous ne sommes plus ensemble, mais grâce à leur intervention, mon mari subvient aux besoins des enfants. Des témoignages comme celui d'Hélène, Moukli Abla en reçoit chaque jour. Bastonnades, viols, humiliations, agressions verbales, voire menaces de mort, les cas arrivent par dizaines. On reçoit les cas après la médiation. Donc, c'est ce qu'on fait par mois. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 26, on a déjà atteint le 66. Longtemps occultées, les violences faites aux femmes sont de plus en plus récurrentes au Togo. Selon les données du GF2D, les cas s'élèvent entre 1000 et 1500 par an et se présentent sous plusieurs formes. Et aujourd'hui, les types de violences que nous rencontrons, surtout en matière de violences faites aux femmes, nous avons les violences physiques, on a les violences économiques,
Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui empêchent leurs femmes d'exercer des activités génératrices de revenus. Et nous avons les violences sexuelles. Et il y a aussi les violences verbales et surtout les violences psychologiques. Selon le code pénal togolais, les violences conjugales sont passibles d'au moins 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Ces dernières années, les langues se délient peu à peu. Cependant, le nombre de victimes hésite toujours à aller à terme des poursuites judiciaires à cause de la peur, de l'isolement ou encore de la honte vis-à-vis de la société. Les personnes handicapées, comme toutes les autres personnes normales, doivent travailler pour maintenir un niveau de vie décent pour eux-mêmes et leurs familles. C'est ce que estime Zakari Hamani, handicapé locomoteur qui se donne à la confection de chaises en fil et en plastique. Cela fait plus de 30 ans qu'il exerce ce métier. Ici, dans notre atelier, on s'active à aider les jeunes handicapés à apprendre le métier. Dieu merci, aujourd'hui, nous gagnons notre vie dedans. On est de plus en plus indépendant malgré la rareté des clients ces derniers temps. Grâce à cette activité, leurs conditions de vie s'améliorent. Ils se sont même retrouvés en groupement pour défendre leurs intérêts. Le président du groupement Gwaninta estime que l'être humain agit à la base de son vécu. Notre structure date de 2006. Le souci qui a présidé à la création du groupement Gwaninta est de faire connaître notre activité et nous-mêmes. On travaille ici en équipe et à la descente, on partage la recette du jour. Notre structure date de 2006. Le souci qui a présidé à la création du groupement Gwaninta est de faire connaître notre activité et nous-mêmes. On travaille ici en équipe et à la descente, on partage la recette du jour. L'occasion pour nous d'interpeller le gouvernement à nous accompagner, surtout dans la confection des ballots. Parmi leurs clients, il y a Adamou et Mahamadou qui estiment que la qualité s'aligne au prix. Ces chaises en fil résistent plus que celles en plastique, raison pour laquelle on préfère celles-là. Nous invitons les clients à consommer. Ces chaises sont de qualité supérieure. On paye beaucoup de chaises sur place, d'ailleurs qu'on envoie aux parents au village. Au Niger, les personnes handicapées représentent 4,2% de la population totale résidente selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2012. La plupart d'entre eux sont des mendiants. Cependant, depuis quelques décennies, une grande partie se sont donnés à des métiers qui les mettent à l'abri de la précarité et de la dépendance. Dans cette importante zone d'exploitation forestière aux confins de la région de l'Est Cameroun, près de la frontière avec la République centrafricaine, les pensionnés constituent une bonne frange de la population. En vue de moderniser et étendre ces différentes prestations consacrées en majeure partie aux retraités, la Caisse nationale de prévoyance sociale vient de réceptionner ce nouveau joyau architectural dans la ville de Yokadouma. L'infrastructure est bâtie sur une superficie de 2145 m², c'est-à-dire le terrain lui-même. Tel que vous le voyez, c'est un bâtiment plein pied avec 3 ailes constituées, n'est-ce pas, de 13 bureaux. Et on peut parler d'un bloc guichet qui est juste là derrière, ce bloc guichet. Vous avez aussi une salle de conférence qui peut accueillir des manifestations de mariage, des conférences au niveau administratif avec des toilettes à l'intérieur. La mise en place de cette infrastructure rentre en droite ligne de la politique managériale impulsée par l'actuel directeur général pour qui la prise en charge des assurés sociaux est une priorité. Allons déjà du principe que l'ancien CPS était un local en location, c'est-à-dire que la CNPS était en location dans ce local. Et le directeur général, M. Nolalem Okulumvondo Akamolivier, a bien voulu offrir ça aux pensionnés pour leur permettre d'être plus accessibles aux produits qu'offre la CNPS dans le département d'Ambumbaïkoko. En attendant l'inauguration de ce nouveau centre de prévoyance sociale de Yokadouma, d'autres centres sont en gestation dans plusieurs autres communes sur l'étendue du territoire national,
notamment à Kumba, Fumban et dans la ville de Ngaoundéré. Apparu dans les années 90 à la suite d'une grève générale de plusieurs mois, le secteur de taxi-moto au Togo est en pleine expansion ces dernières années avec l'arrivée de nouveaux opérateurs. Encore appelés émigrants, les taxis-motos sont considérés aujourd'hui comme un métier à haut risque aussi bien pour les conducteurs que les citoyens. Et pour cause, ils seraient responsables de la pollution de l'air et de certaines pathologies respiratoires provoquées par le plomb, une substance très nocive contenue dans les carburants utilisés par ces engins. Quand vous mettez 50 000 motos qui polluent, qui émettent du CO2, du monoxyde de carbone, de l'oxyde nitré continuellement, eh bien, le risque sanitaire est important. Donc, on a pu voir au niveau du personnel, en tout cas les ouvriers, les conducteurs de taxi-moto, on a pu voir apparaître des maladies, le cancer, l'irritation des yeux, la nervosité, le BPCO qui est des maladies respiratoires aiguës, l'asthme, la pneumonie. Selon M. Aluka, les principaux facteurs liés à cette pollution de l'air par ces engins usagés importés du Japon ou de l'Occident sont l'utilisation de l'essence frélatée et le non-respect du taux de mélange en lubrifiant pour les moteurs. Ces motos sont pour la plupart carburées par des essences frélatées, le bourré au bord de la route, ou même s'ils sont achetés dans les stations conventionnelles, on connaît le problème de blending, donc de l'essence frélatée à du diesel en mer au niveau du Togo avec la piraterie maritime. Eh bien, ça fait que nos carburants deviennent de véritables poisons, de véritables terroristes assassins que nous avons avec nous. Et donc, le conducteur en danger, le client en danger, et les populations qui vivent le long des routes sont également en danger. Si cette situation pose un réel problème de qualité de l'air, les conducteurs de taxi-moto eux-mêmes concèdent qu'ils utilisent fréquemment ces carburants frélatés et que leurs engins dégagent beaucoup de fumée. En revanche, la plupart ignorent encore ou savent très peu de l'ampleur du dégât sur l'environnement. Le carburant que nous mettons souvent dans nos engins contient une substance qui s'appelle le plomb. Ce plomb, je sais que c'est une substance qui a des effets secondaires sur notre santé, mais je ne peux pas m'appesantir tellement sur ça. On est vraiment conscient de cette situation parce que chaque jour nous sommes sur nos motos et le carburant contient une substance que nous appelons le plomb. On est vraiment exposé aux maladies, ça cause des maladies cardiovasculaires, les problèmes d'yeux et ça agit aussi sur la couche d'ozone. Résolument engagé dans la lutte contre les polluants de courte durée, le Togo a ratifié plusieurs accords sur l'environnement dans la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. En lien à cette convention, le pays a adhéré en mars 2014 à la Coalition pour le climat et l'air pur, CCAC. En janvier 2019, une stratégie nationale de réduction de polluants atmosphériques et de courte durée a été également rédigée. Cependant, beaucoup reste à faire. Direction le Cameroun et la Guinée pour parler de réussite, de passion, passion de collectionneur de montres au Cameroun, réussite d'une femme entrepreneuse. Mariam Mohamed Keïta a trouvé de l'or dans les déchets plastiques. Partie de rien, Mariam Mohamed Keïta est aujourd'hui l'une des chefs d'entreprise de Guinée. Bonjour. Une jeune dame pressée qui ambitionne parfumer sa Guinée et elle n'a pas attendu tant d'années pour titiller ses rêves. Alors, âgée seulement de 25 ans, Mariam lance en 2018 son entreprise de fabrique de pavés écologiques et briques et trouve comme trésor les déchets plastiques. Ok, oui, c'est bon, c'est bon. Ensemble, on peut rendre Conakry propre, la Guinée propre. Ensemble, parce que si on regardait, imaginez ces déchets qui sont là, et si on abandonnait tous ces déchets dans la nature, vous voyez l'image de la Guinée qui va sortir, mais si on essaie ensemble de ramasser tous ces plastiques, de les transformer, ça aidera la Guinée à avoir un bon, vraiment, visage. Ah, oui. Aujourd'hui, son entreprise Binedi Global Service a même créé des vocations pour des jeunes. Une dizaine travaillent pour son entreprise, des jeunes qui gagnent bien leur vie. Ça fait presque une année et quelques que je travaille ici. Actuellement, ma situation financière a beaucoup changé. Parce qu'avant que je n'arrive ici, je n'arrivais pas à faire beaucoup de choses à moi-même. Mais maintenant, je vois que tout cela est changé maintenant. Des centaines de personnes collectent les déchets plastiques puis les revendent à la jeune entrepreneur. Mariam achète le kilogramme à 24 centimes d'euros
Ce qui fait le bonheur de certains, à l'image de cette jeune fille abonnée à la collecte de déchets plastiques. Le plastique que nous vendons, c'est ce qui nous permet de joindre les deux bouts et c'est à un bon prix. Voilà pourquoi ça nous arrange. Engagée dans la protection de l'environnement, la dame a pourtant débuté par des moyens rudimentaires avec de la marmite, puis aujourd'hui avec une unité qu'elle a bâtie à plus de 5 000 €. Après 2 ans d'existence, l'entreprise de Mariam avoisine les 8 000 € de chiffre d'affaires. Mais la comptable de formation veut plus de contrats auprès de l'État guinéen. Si l'État nous aide à avoir des commandes, à faire les routes secondaires là, avec ces pavés, je pense que si ça... Ensemble aussi, on pourra transformer beaucoup de plastique plus que ça. Tu peux leur pousser par là. De multiples horizons se sont ouverts devant cette chef d'entreprise, habitée par la passion de conquérir le monde de l'entrepreneuriat. Et on rêve aussi de faire 10,5 tonnes par mois, 15 tonnes, 20 tonnes, 30 tonnes. Notre rêve, quand même, ce n'est pas d'abandonner. Notre rêve, c'est d'aller très loin. On dit que la Guinée est devenue propre grâce à ces petites et moyennes entreprises. J'aimerais vraiment transformer BZS en empire, en une grande entreprise. Ouais. Ouais. Dans son escarcelle d'entrepreneur, Mariam collectionne des prix à l'image du prestigieux titre Meilleur entrepreneur 2019 de Guinée au SADEM, Salon de l'entrepreneuriat, ou encore le prix Women in Africa Initiative en 2019 au Maroc. Spanking Inspiration, comme aiment à l'appeler ses admirateurs, est le logis le plus apprécié des sapeurs de Yaoundé. Dans sa modeste boutique située au quartier résidentiel de Bastos, il dépanne et commercialise des montres de luxe depuis plusieurs années. Les montres très moins chères, là, je n'aime pas toucher à ça. Quotidiennement, je dépanne les montres de marque, de grandes marques, Rolex, Patek Philippe, Montblanc, etc. Il y a ceux qui ont l'argent et qui connaissent les connaisseurs, qui ne peuvent pas porter des fausses montres, qu'ils préfèrent celles-ci, mais ces clients-là, ils sont vraiment rares. Chaque jour, il reçoit ici des amoureux et collectionneurs de montres de luxe qui viennent donner une seconde vie à leurs montres défectueuses. Des collectionneurs qui sont plutôt friands de marque. J'ai apporté ma montre Rolex. Bon, j'ai un problème de pile. Bon, la Rolex, là, qu'on nous sommes en train de dépanner, ça a un problème de remontoire, c'est mécanique. C'est important pour moi d'utiliser ces montres de valeur. Un homme qui se respecte se doit de porter des vraies montres. Des amoureux de belles montres comme ce jeune homme, le Cameroun en compte assez. Parmi eux, Ben Ali Abdul Fattah, président de l'Association des sapeurs du Cameroun. Ce spécialiste en relooking estime que la montre est avant tout un accessoire de mode indispensable qui permet aussi bien aux hommes et aux femmes de se mettre en valeur. Dans le monde de la sape, la montre a une très grande valeur. Il y a des montres qui coûtent dans les 700 000, 1 million et plus. J'ai des collections de montres. J'ai les Ferragamo, j'ai les Patek Philippe, j'ai des Cartier. Tout ça, on collectionne ça. Un sapeur doit collectionner des choses. Se spécialiser dans la commercialisation de montres de luxe au Cameroun représente un risque énorme car la plupart des populations à revenus moyens lésinent souvent la plupart du temps sur les moyens pour s'acheter des montres extrêmement chères car elles profèrent des montres à leur bourse qui pullulent dans les différents marchés du Cameroun. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Comme d'habitude, merci à toute notre équipe de correspondants sans lesquels ce journal n'aurait pas été possible. Merci à l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du journal des correspondants. Excellent week-end.